Le Bon Coin, c'est mercredi. Donc, de toute façon, nous verrons ça mercredi. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir à tous ceux qui ne sont pas là. Tu vas là, en fait. Normalement, tu fais ça, ça va apparaître en gros. Regarde. Hop. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il n'y a personne, c'est très bien. Ça me laisse le temps de démarrer l'écran. Tu me dis quand c'est des gens qui commencent à arriver, ça ne sera pas... Hein? Ouais, je t'ai dit. Non, il n'y a personne pour l'instant. C'est normal. À part toi-même. À part nous-mêmes. Ah non. Il y a Manon qui nous a rejoint sur Manon. Oui. Tu connais Manon? Non, je connais pas Manon. Ça me rassure. J'aurais aimé savoir si le son marchait, mais on... Ah, il y a Gabi qui est là. Ah, salut Gabi. J'espère que ça va. Ah, on est 7. Ah bah putain, c'est arrivé tout d'un coup. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, ce soir, on va parler de comment gérer l'argent parce que, en fait, j'ai eu une journée qui m'a pas permis de préparer. C'est pas bien, hein, Gabi. Hein, je sais. Hein. J'ai pas eu le temps de préparer, n'est-ce pas, la soirée de ce soir. J'arrive un peu la fleur au fusil. Je regarde que j'ai pas trop de reflets parce que du coup, on a fait un choix. Il y a un reflet là. Hein. Là, il y a un gros reflet. Là. Mais je crois que c'est la fenêtre. J'aurais peut-être dû fermer la fenêtre. Je vais fermer la fenêtre. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir à tous. Hein. Je suis là, vous inquiétez pas. Je ferme la fenêtre. Parce que malheureusement, je pense que le reflet vient de là. Comme on est tellement éclairé dans cette pièce, de toute façon, ça ne devrait pas gêner à la bonne vision du truc. Est-ce qu'il y a toujours le reflet, Alex? Non, mais par contre, c'est assez sombre là quand même. Ah bah, je vais éclaircir. Tout ça, ce n'est que de la technique. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus sombre par contre. Ouais, c'est vrai que là, on va éclaircir. Du coup, on va faire ça. Il ne peut pas aller plus bas. On va faire ça. Est-ce que là, c'est bon? Ah, mais si, j'ai toujours le reflet. C'est quoi ce reflet? Ça m'énerve. C'est ça? C'est ce qu'il n'y a pas fait. Même pas. Même pas. Incompréhensible. Désolé, les amis. On a un problème technique d'un reflet qui me dit... Ah, ben je sais ce que c'est. Laisse tomber. Même pas. Même pas. Ça m'énerve, là. Là, ça m'énerve. C'est la lumière du haut. Tu crois? Oui. Et ça, la lumière d'en haut? Ça m'énerve d'avoir ce reflet sur l'écran. Non? Non, c'est réellement extérieur. C'est pas ça? Non, c'est dehors. Désolé, hein, les amis, on a un problème technique de luminosité qui est, ma foi, somme toute... Donc, écoutez, vous savez quoi? Puisque de toute façon, le reflet, on l'aura quoi qu'il arrive. On va laisser ouvert, c'est plus lumineux. Hein, vous n'en voulez pas, c'est pas grave. Faire et refaire, c'est travailler. Donc, on recommence. Désolé. Allez, hein, j'arrive. Hein. Excusez-moi. Bon, alors. Est-ce qu'il y a du monde? Je vais regarder un peu qui c'est qu'il y a, vous m'en voulez pas, hein? Salut Thomas, salut Gabi, salut Sandra. Faut-il être plus près de l'argent? Ah Gabi, bon, on va commencer avec ça. Une belle question qu'on m'a posée. L'argent se trouve au côté investisseur? Ah oui, ben écoute Gabi, je suis très content que tu sois avec moi. C'est un petit peu l'axe que je voulais ce soir. Parce que demain, le podcast... Attendez, je finis de régler mes trucs parce que du coup, on n'a pas besoin... On peut se mettre en 2-8 comme ça. Peut-être comme ça et comme ça. Voilà, normalement, là, on est bon. On a quand même de la luminosité. Désolé, c'est un peu plus sombre, hein, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ouais, c'est pas... Décidément, ce soir, en fait, on a installé l'écran un peu, je l'avoue, voilà, on va rester comme ça, on ne touche à plus rien. Allez, c'est parti. Gabi, on va partir sur ta question. C'est parfait, ça lance mon truc. On va répondre un peu à ça. Et comme ça va permettre un petit peu d'amorcer la pompe. Et puis, tous ceux qui veulent intervenir, vous intervenez. Si tu as des questions, tu poses tes questions. On est là pour y répondre. On va faire les choses par étapes. Je suis content que tu me poses cette question parce qu'au final, c'était plus ou moins l'axe. Alors déjà, avant d'attaquer, plusieurs choses comme d'habitude parce que je reçois des commentaires. En ce moment, j'ai beaucoup de commentaires. Je suis content. Bon, tu me diras, je suis plus actif. On va faire les choses par étapes. Bon, ce soir, j'ai reçu toutes vos photos. Je vais m'en occuper. On va faire la soirée et les photos. J'ai pas eu le temps de préparer. On a un live mercredi soir, soirée Le Bon Coin. Jeudi, il y aura plus de live. Il va y avoir des vidéos enregistrées. Elle est déjà prête. Elle sortira jeudi. Vendredi, on fera la soirée avec vos photos. Ensuite, j'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant « C'est dommage que tu enlèves les lives de la chaîne YouTube. » J'insiste. Désolé pour ceux qui le savent déjà, mais je suis obligé de le rappeler pour ceux qui me posent la question. Quand tu vas sur Google Chrome, tu vas sur YouTube, d'accord? Je te rappelle, normalement tu y vois bien, voilà, sur YouTube, tu vas sur ma chaîne, Immobilier Compagnie,
Et ici, tu as les autres chaînes. D'accord? Tu vas sur chaîne. Et là, non seulement je te montre les chaînes auxquelles je suis abonné, mais je te montre une chaîne ici qui s'appelle Immobilier Compagnie Podcast. Et alors les podcasts, mais aussi les lives sont re-upload sur cette chaîne. Donc cette chaîne, tu vois, regarde, en plus, elle cumule des vues maintenant, parce qu'elle a 40 000 vues. Et tu as sur la chaîne Podcast Immobilier Compagnie tous les lives que j'ai fait jusqu'à présent, avec au milieu, bien évidemment, les podcasts. Pourquoi? Parce que pour l'instant, j'ai pas le studio que je veux. Je trouve que mes lives sont pas d'une qualité incommensurable. Tant que j'atteins pas, voilà, on en rigole depuis le départ. J'ai toujours pas repeint le mur parce que j'ai pour projet de mettre autre chose sur ce mur-là. Ici, il devrait y avoir une table. J'ai toujours pas eu le temps de l'acheter entre la compta et toutes les vidéos que je vous fais en ce moment où je vais à gauche et à droite. En ce moment, tous les jeudis, on est de sortie. Donc, le jeudi, c'est mort. Le lundi, entre le podcast et les papiers, c'est mort aussi. Mes semaines sont pleines, en fait. Je vais pas me plaindre, je suis heureux, hein, mais vous m'avez compris. Alexandra, elle peut vous le dire, on s'ennuie pas. Bon, c'est pas la question. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On va parler de l'argent. Et avant ça, je voudrais vous dire que le podcast de demain est prêt, bien évidemment. Et du coup, ça va être aussi un peu le même sujet. Ça va être un peu un écho au sujet d'aujourd'hui. Donc, je vous disais, c'est pas ça dont j'allais vous parler. Donc, le podcast de demain sortira demain et il fera écho un peu au sujet d'aujourd'hui. Vendredi, on fera les photos des appartements que vous m'avez envoyés. Jeudi, il y aura encore une vidéo qui va sortir sur la chaîne. Si j'ai pas de vidéo à sortir, il y aura un live. Mais bon, pour l'instant, il y a des vidéos, pas de problème. Et mercredi soir, on fait la soirée Le Bon Coin. Voilà. Donc, ça, c'est pour tous les éléments que j'avais à vous dire. Donc là, on y va. On va parler effectivement de ce que tu me demandes, Gabi. Tu me dis, est-ce que l'argent, il est dans l'investissement, investir, ou est-ce que l'argent, il est dans entreprendre? Voilà. En gros, c'est ta question et c'est très bien parce que c'est un peu le sujet. Comment gérer l'argent et quelque part, où est l'argent? Parce que c'est aussi indirectement, en tout cas, moi, ce que j'entends à la question. Alors, moi, déjà, je vais donner ma réponse. Tu donneras ta réponse à toi aussi, on en parlera tout à l'heure. Pour moi, l'argent, il est dans l'entrepreneuriat. Il y a énormément d'argent dans l'entrepreneuriat et énormément d'avantages. Déjà parce que l'entrepreneuriat, avec pas forcément beaucoup d'argent, tu peux quand même commencer. Alors, on est bien d'accord. Hein. Je ne vais pas faire le mec qui vous vend un truc qui ne peut pas marcher. C'est plus difficile quand on n'a pas d'argent que quand on a de l'argent. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire genre. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est possible. Alors, pareil, je veux aussi le dire, parce qu'il faut quand même l'entendre. Avec 0 €, c'est aussi possible. On est d'accord? C'est aussi possible dans l'investissement. Mais l'investissement marche quand même mieux si on a un revenu, qu'il soit entrepreneurial ou salarial, en amont. Pour moi, quand je dis la phrase « l'immobilier n'est qu'un moyen, mais pas une fin », ici, je mettrai le moyen, mais c'est ici que je mettrai la fin. Ou AIM, pour ceux qui ont vraiment faim. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est juste un moyen ou de sécurité ou de croissance, parce que c'est des vases, enfin, ça finira toujours par être des vases communicants au bout d'un moment. L'argent que tu gagnes, tu le mets dans l'investissement. L'investissement te rapporte, si tu n'en as pas besoin, tu peux le remettre dans l'entrepreneuriat. À mon sens, et encore une fois, c'est mon avis, si tu entreprends, ton potentiel est mécaniquement beaucoup plus grand que si tu investis. Par contre, il y a un bémol, effectivement, il y a un bémol, ça dépend des montants qu'on possède. Si tu as 10 millions d'euros sur un compte, bien évidemment que ton effet de traction sur de l'investissement, il n'est plus le même. Et ça compte aussi. Donc, c'est une information qui est pour moi intéressante pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que si tu réfléchis, aujourd'hui, si ta réflexion, c'est de dire, j'ai pas d'argent, par quoi je commence? Eh bien, personnellement, j'aurais tendance à te pousser vers l'entrepreneuriat. Mais c'est un avis personnel. Après, je suis mal placé pour parler comme ça, parce que moi, le premier, j'ai commencé par l'investissement. Alors, c'est pas vrai parce que j'ai pas commencé par l'investissement, j'ai commencé par entreprendre et j'ai très rapidement enclavé les deux, enfin l'un dans l'autre. C'est d'ailleurs plus ça la vérité. Et d'ailleurs, à mon sens, tu vois, là, c'est une réponse pour moi. De dire je fais les deux, c'est plutôt même la bonne réponse. Mais en gardant bien en tête, c'est ce que je disais tout à l'heure à Alexandra,
Le problème de faire plusieurs choses à la fois, c'est l'organisation des semaines et du travail. C'est-à-dire que mécaniquement, ou pas mécaniquement, automatiquement, en fait, tu vas avoir comment dire, pas des contrariétés, mais tu vas avoir des problématiques qui vont se superposer avec d'autres et qui vont venir en friction, en fait. Par exemple, c'est certain que moi, dans mes journées, je perdrais moins de temps si je ne gérais pas certaines choses. Mais après, comme tu choisis d'avoir plusieurs activités, tu ne peux pas tout avoir. Ce n'est pas possible d'avoir et plusieurs activités et aucun problème qui découle de chacune de ces activités. Donc, quand tu vas commencer à te dire « je fais de l'entrepreneuriat », et de l'investissement, si tu te dis, je vais écrire ça comme ça et comme ça, si tu te dis, ben moi, je décide de faire les deux, voilà, je décide de faire les deux, bien tu sais que malheureusement, tu vas être moins efficace dans les deux. C'est obligatoire, jusqu'au point de rupture. C'est-à-dire que sur les deux points, il y a un point de rupture où tu vas pouvoir arriver à basculer de l'autre côté et soit à déléguer, soit à un point où qui va te permettre de pouvoir faire plusieurs choses. Voilà. Après, c'est pas facile parce que en fonction de ce que tu fais là et de ce que tu fais là, ça peut devenir compliqué. Et d'ailleurs, là, c'est aussi la même chose. Je crois qu'il vaut mieux, à mon sens, il vaut mieux, à mon sens, définir clairement son rayon d'action dans l'entrepreneuriat et ensuite, et ça par contre, je pourrais dire que c'est une des erreurs que j'ai faites, et ensuite cadrer son investissement. Voilà, le cadrer. Pourquoi? Parce que l'investissement, ça finit aussi, de toute façon, ça finit aussi par devenir une activité. Pour moi, dès l'instant que tu commences à faire 100 000 € dans tes investissements en revenus annuels et que tu fasses 200 ou 300 000 € ici, tu comprends bien que, et c'est logique, tes 100 000 € là, ils vont générer du travail en fait. Et ça, c'est obligatoire. Tu ne pourras pas l'effacer. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions, Alex? Non. Il n'y a personne qui dit rien là. Bah, tout est une question de vitesse. Salut à tous, salut l'équipe. Bonjour à tous. Il n'y a pas de réaction à ce que je dis. Vous êtes tous d'accord? C'est la messe ou quoi? Bon, réagissez quand même. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. En entrepreneuriat, il y a aussi ça que je voudrais. Je vais garder le truc qui est comme ça. Entrepreneuriat, investissement. Ok. Quand tu fais de l'entrepreneuriat, j'avais beaucoup aimé ça. C'était Aline qui me l'avait dit, je crois, sur un podcast. En entrepreneuriat, dès que tu fais 35 000 € de revenus, tu dois déléguer. Enfin, tu peux. Je vais plutôt écrire ça. Tu peux. Tu pars du principe que ton revenu te permet de déléguer d'une façon ou d'une autre un poste ou un autre. Donc ça, il faut que tu le mettes dans un coin de ta tête. Dans l'investissement, c'est un petit peu différent. Dans l'investissement, en fonction du support que tu choisis, tu vas déléguer de différentes façons. Par exemple, si tu fais du logement, en fait, le fait que tu délègues va dépendre de deux facteurs, à mon sens. Le premier, bien évidemment, c'est ta marge. Parce que si tu délègues pour que le prestataire te prenne toute la marge et que ça te rapporte plus d'argent, finalement, c'est une opération blanche. Et à mon sens, ça n'a pas de sens. Ça fait un pléonasme, je suis désolé, mais voilà. Et le deuxième facteur, c'est bien évidemment le temps que tu y passes. Si ce temps que tu y passes, il t'empêche de réaliser tes objectifs entrepreneuriaux, je pense que je n'ai pas fait d'erreur, là aussi, il y a un facteur qui doit être déclencheur dans le processus que tu es en train de suivre au niveau investissement et au niveau entrepreneurial. C'est à toi, à un moment donné, de te dire, OK, alors soit tu fais une erreur sur les choix, les biens ou les types de biens que tu achètes, soit tu fais une erreur sur la mise en œuvre, là aussi c'est une erreur que j'ai faite, sur la mise en œuvre, ou en tout cas la façon dont tu gères ton patrimoine. Et en tout cas, l'un comme l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, pour moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionnerai. Je commencerai vraiment plus à définir, entrepreneurialement parlant, ce que je fais, où je vais, etc. Et en fonction de ça, je cadrerai mon investissement. Parce que l'investissement, ça peut rapidement prendre beaucoup de place dans ta vie, surtout en fonction de l'échelle à laquelle tu le fais. Justement, tu as posé la question, l'investissement va plus vite ou l'entrepreneuriat? Le plus rapide? Oui.
si tu pars de zéro, l'entrepreneuriat ira toujours plus vite. Si il y a beaucoup de facteurs, cette question elle est piège parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Donc par exemple, tu vas te lancer dans comment on appelle, tu vois pas les questions? Tu vas pas arriver à l'enlever, hein. Tu vas tout me péter là. Non, parce qu'en fait, on ne voit pas sur Insta. Ah, bah ouais, c'est normal. Ah, c'est bien. Ouais, bah attends, dis-moi que je me mets là alors plutôt. Donc, si tu pars de zéro, l'entrepreneuriat ira plus vite. Parce que, en fait, au niveau de l'entrepreneuriat, en termes de chiffre d'affaires, tu vas plus vite atteindre un niveau plus élevé en entrepreneuriat. C'est mon opinion. Après, il y a un point qui est important aussi avec l'entrepreneuriat qui est quand même pour moi dérangeant, c'est que ton chiffre d'affaires, c'est du vent. C'est-à-dire que ça peut commencer du jour au lendemain, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Là-dessus, il faut qu'on soit bien clair. C'est pas les mêmes types de revenus. Pour moi, c'est pas réellement comparable en fait. Mais en même temps, je comprends ta question parce que tu te dis, peut-être que si je commence par l'investissement, je vais stabiliser un revenu, mais tu vas avoir des effets de seuil avec l'investissement. Et donc, ça ira forcément beaucoup moins vite. Les banques vont te bloquer. Il va y avoir l'argent disponible que tu as qui va conditionner ce que tu vas faire en termes d'investissement. Et puis, il va y avoir le type de bien que tu vas acheter qui, lui aussi, va avoir un lien avec la vitesse. Si tu achètes appartement par appartement, tu n'iras jamais aussi vite que si tu achètes immeuble par immeuble. Donc, forcément, et peut-être que tu n'as pas les moyens d'acheter immeuble par immeuble, mais peut-être que, tu vois, c'est assez dépendant de la situation de chacun. Pour moi, si on parle en termes d'argent à dépenser pour soi, le plus rapide, c'est l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi le revenu qui est le plus susceptible de disparaître aussi vite qu'il est apparu. Regarde là avec le Covid, combien il y a d'entrepreneurs qui ont eu un revenu qui a disparu. Et à l'inverse, il y a des entrepreneurs, tu vas parler à un pharmacien, il ne va pas du tout avoir le même discours que moi. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui vont venir influencer la question que tu me poses. De façon générale, l'entrepreneuriat sera toujours plus rapide. Maintenant, je te le répète, l'idéal, c'est les deux. Parce que l'un complète l'autre. Pour moi, tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Après, tu vas rencontrer le problème que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que avoir deux activités en même temps, c'est pas facile à gérer. Je te raconte pas comment c'est quand tu en as 3 et je te raconte pas comment c'est quand tu en as 4. Encore une fois, il y a des effets de seuil. Plus tu vas atteindre ces effets de seuil où tu vas pouvoir déléguer, plus vite tu vas pouvoir mieux gérer l'ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que c'est bon. Ensuite, on a Stéphane qui nous demande les formateurs et les fiscalistes vendent des sociétés car plus rentable pour eux, non. Je recommence. Les formateurs et les fiscalistes vendent des sociétés car plus rentable pour eux. Les formateurs et les fiscalistes vendent des sociétés et il faudrait qu'il m'amène des précisions, je ne suis pas sûr de comprendre. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en France, on est dans un pays qui est un enfer fiscal pour les personnes, mais pas forcément pour les sociétés si tu sais bien les gérer. D'où le sujet de ce soir. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu sais bien gérer une société, tu peux l'optimiser. Tu vas payer des impôts. Il faut qu'on soit bien clair. La France, c'est pas magique. Moi, j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui avait fait un peu polémique où je disais que c'était un paradis fiscal. Tu peux optimiser à mort la fiscalité française, mais tu ne payeras jamais pas d'impôts. Maintenant, si tu gères correctement ta boîte, tu vas optimiser ta fiscalité et la minimiser. Bon, voilà. Après, je vais pas te mentir, le zéro en France, ça n'existe pas. On arrive à des niveaux très bas, mais c'est pas, voilà. On va dire qu'après, il y a des grands groupes qui arrivent un peu en faisant des espèces de petits trucs un peu limites. C'est légal ce qu'ils font. C'est pas limite dans le sens illégal. C'est limite dans le sens où, si tu veux, ça me paraît complexe à mettre en place pour des gens comme nous. Il faut rester réaliste. Voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Bref. On te vend des sociétés, si j'ai compris la question et s'il ne l'a pas reformulée, on te vend souvent des sociétés parce que c'est vrai qu'en France, c'est souvent la solution. La société est une bonne solution pour la France. Maintenant, ça ne convient pas à tout le monde. Une société en France, c'est de la comptabilité. Nous, en ce moment, on est dans la compta. Je ne passe pas les meilleurs moments de ma vie. En plus, il y a les impôts. Je ne vais pas te faire un dessin. Il faut que je m'en occupe. Bref. Du coup, Stéphane a reformulé sa question, mais je vais en avoir deux autres avant. Vas-y, reformule celle de Stéphane, on finit, après on prendra. Reporte ta fiscalité en société. Tu quoi? Reporte ta fiscalité. Ah ben oui, donc en fait, tu dis que les formateurs te conseillent de basculer, mais bien sûr, de basculer sur de l'entreprise.
Mais bien évidemment. En fait, ce que nous dit Stéphane, c'est que tu as de l'investissement ici. Et en fait, il y a une solution que je n'ai pas évoquée. Tout à l'heure, on parlait donc d'investissement et d'entrepreneuriat. Et Stéphane, si j'ai bien compris, tu nous dis, il y a un moment donné, parmi les effets de seuil dont je parle, qui est que, en fait, l'investissement, alors je vais le faire en couleur, mais je vais l'expliquer, devient l'entrepreneuriat. Donc, en fait, c'est une évolution. Il évolue en entreprise. Effectivement, mais ça, c'est ce que je sous-entends par effet de seuil. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te disais, à partir de 100 000 euros, c'est une activité qu'on peut considérer comme entrepreneuriale. Mais quand, avec tes investissements, tu commences à générer 200 000 euros, 400 000 euros, tu comprends très bien que tu vas pas rester dans de l'investissement. C'est pas possible. Sinon, tu vas te faire ouvrir. Ouverture. Là, on est dans l'imposition à 75% dont personne ne veut parler en France, tu vois, qui n'est absolument pas normal. Donc, si tu veux, à partir de là, tu te dis, OK, bon, ben, je fais la bascule. C'est ce que j'appelle les effets de seuil. Mais quand tu en es là, c'est que tu as de l'argent. On est bien d'accord. Et que donc, la somme que tu as au départ, elle te permet aussi de faire d'autres choses. Et donc, c'est pour ça que ça s'appréhende à différents niveaux, la comparaison entrepreneuriale et investissement. Et elle se compare au niveau de ta gestion financière et des capitaux dont tu disposes. Et ça, à moins que tu t'assoies en face de moi et qu'on parle tous les deux, je ne suis pas magicien, quoi. Je peux pas le faire. Vas-y, pose-moi les autres questions. Alors, là, j'ai parlé d'un stade, parce que un commentaire. Et après, tu me dis la notion de sacrifice dans la gestion de son argent pour pouvoir investir en immobilier ou autre et quelque chose à prendre en compte. Peu en parle. Alors, moi, je peux en parler. Du coup, je vais faire de la pub sur mon bouquin en termes de gestion et de sacrifice financier. Dans mon livre, je le raconte. Moi, j'habitais à 30 km de Nîmes. Il me fallait une voiture pour aller tous les jours travailler. Et j'ai vendu ma voiture pour créer une SCI pour pouvoir acheter, non même pas, pour pouvoir intégrer un bien que j'avais pour pouvoir acheter un immeuble. Un truc, bon voilà, un peu, bref, voilà. Et je regrette absolument pas. Et effectivement, c'était un sacrifice puisque j'ai plus de voiture. Donc, je me déplaçais. D'ailleurs, dans le podcast de demain, j'en parle de ça. Je me déplaçais avec les voitures des gens autour de moi parce que je suis parti d'un principe très simple. Je me suis dit, tout le monde a une voiture. Donc, si j'en ai pas, c'est pas grave. Je trouverai quelqu'un qui me prêtera la sienne. Et donc, j'ai fait un sacrifice personnel. D'ailleurs, pour être très franc, aujourd'hui, j'ai plus de voiture. La mienne, elle a pété, elle a explosé. Et là, actuellement, c'est ma femme qui me prête sa voiture. Je n'ai pas de voiture. Encore actuellement, c'est pas, j'ai les moyens de me payer une voiture. C'est juste que pour l'instant, j'attends que 2-3 trucs se signent pour acheter une autre bagnole. Bref, je suis d'accord avec toi. La notion de sacrifice, elle rentre en ligne de compte, mais là encore, en fonction de ta situation de départ. Mais d'ailleurs, je parle à Insta parce que tu es sur Insta. Et ensuite, il y a un autre point dont on ne te parle pas, c'est effectivement la capacité, le fait que quand tu rentres dans cette espèce d'habitude d'économiser, de toujours garder, tu as du mal à en sortir. Et il faut arriver à en sortir. Donc, il y a un temps sacrificiel où tu vas devoir effectivement te dire, bon, ben là, je ne peux pas faire ça. J'ai les moyens, mais je ne peux pas. J'ai l'argent, mais je n'ai pas le droit d'y toucher. C'est mon argent. C'est pas un droit qui est imposé par une personne extérieure. Non, non. C'est moi-même qui me dit à moi-même, je n'ai pas le droit de toucher à cet argent. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de très, comment on appelle, masochiste. Tu vas avoir un compte où tu vas avoir 50 000 euros, une petite somme, tu vois, et tu te dis, ben, cet argent, là, voilà, j'ai ça sur mon compte, eh ben, j'ai pas le droit d'y toucher. Mais tu te le dis à toi-même. Et c'est ça qui est très difficile dans la gestion d'argent avec des objectifs pour de l'investissement ou de l'entrepreneuriat. C'est d'avoir une somme, de te dire qu'elle est disponible et qu'à tout moment, tu peux décider d'eux, mais que pour diverses raisons, tu ne le feras pas. Et ça peut aller très loin. Et la difficulté, alors déjà, on va commencer par le début. Si tu es capable de faire ça, c'est très bien parce qu'il faut savoir le faire et il faut savoir le faire et se dire stop. C'est-à-dire que c'est vachement important dans ton rapport à tes finances de te dire je suis ici, quand je suis environ là, ben j'arrête en fait. J'arrête mes conneries, je prends l'argent et je le dépense. C'est au moins autant important d'être capable de dire j'arrête, je prends l'argent, je le dépense, que de se dire je ne touche pas à cet argent que j'ai. J'insiste parce que effectivement, le commentaire est très bien. On te parle tout le temps de réussite, etc. Ça ne se fait pas sans conséquences au préalable. Et ces conséquences-là, c'est de la vie, c'est du vécu. Et si demain matin, tu meurs alors que tu avais l'argent de te payer une belle bagnole, parce qu'à 50 000 euros, tu te payes une belle voiture, hein, et que tu meurs et que tu n'as pas pu rien réaliser, en soi, ce que tu as fait était une erreur. Mais si tu vis 10 ans, c'est le jeu auquel tu joues, ben, ce que tu auras fait
était bon en fait. Après, bon voilà, je connais pas l'avenir, je connais pas la vie de chacun. On n'est pas à l'abri. L'important, c'est la santé. L'argent, c'est secondaire. Mais c'est pas parce que c'est secondaire qu'il faut pas bien le gérer. Voilà. Maintenant, c'est vrai, tu as raison. Il y a des sacrifices à faire. Alors, ensuite, on a pour toi un profil auto-entrepreneur aura-t-il plus de difficultés à emprunter qu'un salarié? Non. Alors là, sortez de votre tête toutes les idées reçues. S'il y a bien une personne avec qui tu peux pas me sortir des excuses, lis mon bouquin si tu l'as pas lu. Enfin, faites attention, on est proche de la rupture de stock. Hein. Lis mon livre si tu l'as pas lu. Parce que, donc déjà, moi, j'ai financé mon immobilier par de l'immobilier. J'aime bien le rappeler parce que ça montre que c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Et surtout, j'ai eu des financements. Voilà, quand je monte des projets, il m'arrive de monter des dossiers bancaires. J'ai eu des financements à des intermittents du spectacle. J'ai eu des financements à des comment ça s'appelle, ceux qui travaillent de temps en temps là, à des intérimaires. J'ai eu des financements à des gens qui avaient qu'un an de création de boîte. Ils n'avaient même pas fini leur année. Donc, qu'on soit clair, il n'y a aucune situation bloquante pour investir dans l'immobilier, acheter une entreprise. La situation bloquante en soi, elle n'existe pas. Par contre, et là, on va être très, très vigilant sur mes propos, c'est très important ce que je vais vous dire, il y a quelque chose qui existe, il y a des conditions. Alors, je vais vous expliquer ça, c'est très important que vous l'entendiez. Alex, étudiante, sans revenu, si elle vient me voir et qu'elle me dit « Nicolas, je veux 1 million », bon, ben, bien évidemment que ça ne marchera pas. Alex, étudiante, vient me voir, elle n'a pas de revenus, elle me demande 30 000 euros, je pense qu'on peut y arriver. Mais là, tu vas me dire, oui, mais avec 30 000 euros, elle ne peut rien faire. Et là, c'est là ton erreur. C'est qu'il va falloir qu'elle fasse avec 30 000. Donc, de toute façon, la question n'est jamais de dire à quoi j'ai droit. La question, c'est de dire qu'est-ce que je peux avoir de façon certaine et ensuite, je trouve quelque chose en correspondance. Rappelez-vous que moi, j'ai commencé l'immobilier avec 50 000 euros. Et je veux le préciser parce que je l'entends tout le temps. Il y a des gens qui disent « Oui, mais Nicolas, tu as commencé, c'était en 2003, machin, l'immobilier, c'était pas pareil. » Mon beau-frère, il a acquis un bien à moins de 70 000 euros. On a un bien à vendre dans l'agence dans les 50 000 euros. Donc, il y en a sur le marché. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus difficile. Ben, ce n'est pas beaucoup plus difficile qu'avant. Ça a toujours été plus difficile sur ces biens-là parce que c'est là où il y a tout le monde en fait. Tout le monde peut avoir ce montant-là. Même Alex, elle peut l'avoir. Même Alex, elle peut avoir 30 000 euros pour s'acheter un appartement. Donc, tu es en concurrence avec des personnes comme elle qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui veulent tous acheter la même chose. Donc, la vérité, c'est que ta situation, elle n'a aucun lien avec ton obtention de crédit. Ta situation, elle a juste un lien avec la somme à laquelle tu as accès. La somme à laquelle tu as accès, elle rend la situation plus simple ou plus compliquée. Bien évidemment, quand tu commences et que tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'ai très vite arrêté de travailler parce que je me suis dit, tous les gens qui travaillent, ils n'ont pas de temps pour trouver des affaires. Si moi, je fais que ça du matin au soir, le temps que j'aurai me permettra d'accéder aux affaires avant eux. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer. C'est tout bête. C'est tout bête. Par contre, je ne gagnais pas d'argent. Voilà. Alors, prochaine question. On en a plein. Hein. Mais tant mieux. Alors, oui. On en est où? L'inertie est la plus grande. C'est Gabi qui dit ça. Grande... Oui, c'est ça. Ah, Gabi, t'as vu? Et je t'ai pas vu. Comment? Plus grande avec l'entrepreneuriat ou l'immobilier? Ah, c'est une bonne question, Gabi, là. Je nous revois, tu sais, c'est comme ça fait longtemps là qu'on n'a pas allé au resto. Je nous revois parler autour d'une table à Paris. Putain, mais quand est-ce qu'on va refaire des restos avec le groupe là? J'en peux plus. Je vais mourir. L'inertie. Pour moi, l'inertie, elle est plus grande dans l'investissement, mais justement, elle est plus grande, mais du coup, elle rapporte beaucoup plus gros sur la durée aussi. Parce que l'inertie, comme on en a déjà parlé, alors Gabi fait partie du groupe, on parle, on se voit aussi dans les repas, parce que ceux qui sont dans les programmes, on fait des repas. Bon, là, on n'en fait plus parce qu'il y a le Covid, je vais pas vous raconter ma vie, mais du coup, là, comme je sais que les restos ouvrent bientôt, j'ai un flash, là, tu vois, un remember. En fait, si tu veux, l'inertie, quand tu regardes ce que c'est en gros le temps qu'il faut pour lancer quelque chose, mais quand c'est lancé, ça peut aller très vite et du coup, ça peut t'amener très loin. Et je pense que c'est la bonne image, en fait, parce que l'immobilier,
je pense qu'il y a beaucoup moins d'inertie dans l'entrepreneuriat, mais c'est plus risqué. Donc, comme il y a moins d'inertie, ça t'emmènera moins loin au final. Mais comme il y a plus d'inertie en immobilier, c'est plus long. Mais par contre, si tu arrives à lancer la balle, la voiture, l'objet à grande vitesse, après, tu es parti sur un truc, ça file tout droit, quoi. D'ailleurs, quand tu regardes les gros patrimoines, les gens qui ont monté de gros patrimoines immobiliers sur la durée, tu vois qu'il y a eu plein d'activités tout autour, qu'il y a eu cette constance qu'ils ont chargée justement en énergie. Et cette charge qui a perduré, elle finit avec un énorme parc immobilier parce qu'il y a eu cette inertie justement qui est très grosse et qui permet à un moment donné de t'emporter avec elle très haut, très loin, très fort. Donc, je pense que l'inertie, elle a une incidence plus importante en immobilier, mais elle est plus longue à lancer. À l'inverse, je pense qu'en entrepreneuriat, elle est beaucoup moins longue à lancer, mais elle peut s'arrêter tout aussi vite. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Prochaine question. Si on a une grosse crise économique, tu entreprends ou tu investis? Les deux. Je crois que les crises, il ne faut pas que les crises. Bon, alors mon bouquin prend du retard. J'ai eu il faut que je le rappelle François aujourd'hui qui m'a rappelé d'ailleurs. Les crises sont des opportunités. Donc, il n'y a pas de réponse à cette question. Pour moi, une crise, dans mon esprit, ça, c'est toi qui me regardes, ta courbe de vie, d'accord? On va dire, d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai commencé, parce que parmi vous, il y en a qui m'ont insufflé l'idée d'écrire un livre sur ma théorie des blocs. J'ai commencé à l'écrire, bref, mais j'ai juste commencé. Ici, c'est un bloc de vie, 10 ans. On va dire que là, ce que tu vois, il y a 10 ans, d'accord? Ici, là, on a une crise financière. On a toujours des crises financières. Tu regardes l'histoire, elle est jalonnée de crises financières. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Je prends des couleurs pour que ce soit bien clair. C'est quoi ta vie à toi? Ta vie, c'est quoi? Ta vie, c'est le cumul d'un bloc ou de plusieurs. Là, on va écrire cumul. Et ce cumul, ça égale de l'expérience. OK? Ton cumul d'expérience, il va te permettre, au moment de la crise, soit de gagner de l'argent, donc on va mettre un plus ici, soit d'en perdre. C'est juste ça, en fait. Donc, je m'explique. Regarde. Par exemple, c'est pas pour parler de moi, c'est juste pour te donner un exemple. À quel moment tu m'as vu parler du Bitcoin sur cette chaîne? Jamais. Parce que, qu'est-ce que je fais depuis 20 ans? J'accumule de l'expérience en… Si tu veux. Voilà, merci. Il n'y a que toi avec moi. Les autres sont… J'accumule de l'expérience en immobilier. À ton avis, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Des putains d'opportunités en permanence partout en immobilier. C'est tout. Si toi qui me regardes, tu as accumulé de l'expérience en Bitcoin, ce qui est probablement le cas puisque tout le monde parle que de ça en ce moment, mais qu'est-ce qui est en train de t'arriver? Tu vois des opportunités partout. Quelle est la plus grosse erreur que tu puisses faire arriver à une crise? C'est de switcher par cupidité, parce que tu es dans l'immobilier. Oh là là, j'ai un pote, il a gagné 300 000 € en Bitcoin. Oh là là, j'y vais. Tu as zéro expérience. Qu'est-ce que tu crois qu'il va t'arriver? Ça va être un mur. Je veux dire, il n'y a même pas besoin que je te l'explique en fait. Tu le sais. Mais en gros, pendant une crise financière, tu vas avoir plein d'opportunités, mais pas que. Moi, quand je te parle d'immobilier, aujourd'hui, il ne faut pas que tu crois que j'ai que des opportunités d'acheter des immeubles. Ce n'est pas vrai du tout, il n'y en a pas d'immeubles. Mais par contre, j'ai des opportunités dans le secteur général de l'immobilier. On est sur des projets actuellement entrepreneuriaux, immobiliers, sur lesquels on se positionne. Et on devrait, j'espère, en signer 2 d'ici la fin de l'année, qui n'ont rien à voir avec l'investissement de type achat d'immeubles. Ce que j'essaye donc de t'expliquer, c'est que la vérité, c'est que le fruit de ton expérience te permet, lors des crises, de saisir ou pas des opportunités. Je vais te donner juste un exemple un peu tiré par les cheveux, mais que j'ai envie que tu gardes en tête. Imaginons que tu sois salarié d'une boîte qui marche très bien, qui, parce qu'elle est mal gérée, au moment de la crise, fait faillite. Ce qui est tout à fait possible. Prenons le cas d'un restaurant. Il va y avoir des restaurants qui vont faire faillite, pas parce qu'ils ne marchent pas parce que leur cuisine elle est mauvaise, mais parce qu'ils n'ont pas la trésorerie pour continuer leur activité. Je vais te donner juste un exemple dont j'ai entendu parler dans ma région. Il y a un restaurant qui était à vendre dans les 250 000 €. Là, la propriétaire du restaurant, donc pas des murs, du fond, elle te cède le restaurant pour 1 € symbolique à condition que tu reprennes toutes les dettes du resto,
tous les encours d'URSSAF, que tu payes tout ce qu'elle ne peut plus payer. Donc, le resto, c'est pas qu'il ne marche pas, c'est qu'elle n'a pas l'argent. Justement, on est dans le sujet de ce soir. Elle a mal géré son argent. Elle devait gérer l'argent au jour le jour. Il y a eu la crise du Covid. Malgré les aides, elle n'assume plus. Elle est dans la merde. Elle cède pour 1 euro symbolique. OK? Donc, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que si tu es salarié de ce resto, le problème, il ne vient pas du restaurant. Le problème, il ne vient pas de l'activité. Donc, il y a une opportunité terrible sur l'achat du restaurant. Parce que, en réalité, si tu arrives avec la banque, si toi, tu gères bien ton argent et que tu arrives à la banque à gérer le BFR, le besoin en fonds de roulement, si tu arrives à gérer l'argent dont tu as besoin, à obtenir l'argent dont tu as besoin pour tenir, ouvrir et encaisser, ben, le resto, il va marcher. Donc, en fait, les opportunités, elles sont partout. L'erreur à pas faire, c'est à pas switcher d'un domaine à l'autre par cupidité. C'est ce que tout le monde fait, mais il faut lutter contre ça. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est de se disperser à un moment donné où tu as besoin de te concentrer sur les domaines que tu connais et dans les activités que tu maîtrises pour justement tirer bénéfice de ton cumul d'expérience. C'est aussi facile que ça. Donc, les crises, ce sont des opportunités. Si tu apprends à contrôler tes émotions et à garder le focus sur ce que tu sais faire. Moi, j'ai jamais été aussi focus sur l'immobilier que maintenant, parce que je suis convaincu, et je reste convaincu, et je ne suis pas que convaincu puisque je le fais, il y a des opportunités. Et il faut les saisir. Alors, on a une question d'un monsieur. Alors, je ne sais plus s'il est encore là parce qu'il n'avait plus de batterie. C'est pas grave, je réponds, il regardera la rediff. Ok. Alors, donc il a loupé le début, il avait une grosse question. Il a posé au cas où, je serais peut-être dans le sujet. J'ai un patrimoine immobilier de 500 000 euros. Je suis partie de zéro il y a 5 ans. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Aujourd'hui, je voulais vendre. J'ai encore 500 000 de crédit. Je voulais vendre et je m'aperçois que l'inflation qui arrive fort, j'hésite à vendre. Je me dis que si l'inflation arrive, cela réduira grave mes crédits. Qu'en penses-tu? Vendre ou pas vendre? Inflation, tu la prends en compte ou pas? Bon, alors, je vais juste rapidement vous expliquer ce que c'est que l'inflation. Pour ceux qui ne savent pas, l'inflation, c'est une mécanique de non-maîtrise de la montée des prix. Pour ceux qui ne savent pas non plus, en ce moment, il y a une flambée des matières premières. Quand je dis une flambée, c'est que les prix deviennent démesurés sur la matière première. Je veux dire, il y a des mecs qui s'arrachent la tête avec le Bitcoin. Regarde le prix de certaines matières premières, tu vas voir que c'est les montagnes russes. Encore une fois, il y a des opportunités partout, c'est normal, c'est la crise. Mais là, on s'attend à une inflation galopante. Et une inflation galopante, qu'est-ce qu'elle génère? Elle génère en fait, elle érode le capital. Elle va venir manger l'argent que tu as sur les comptes. Il y a plein de mécaniques qui s'expliquent à ça. Il faut savoir que depuis le début de cette année ou la fin de l'année dernière, la BCE taxe les comptes où il y a plus de 50 000 euros au niveau des banques. Alors ça, c'est interne. C'est ce que je suis en train de t'expliquer, c'est interne aux banques. C'est-à-dire que les banquiers, quand ils ont un certain montant sur les comptes, c'est 50 000 euros, ils doivent les redéposer à la BCE. Et s'ils déposent cet argent à la BCE les taxe. Donc du coup, alors, certaines banques décident de ne pas taxer leurs clients, d'autres banques on taxe directement, comme notamment N26. Bref, en gros, ce que je t'ai t'expliquer, c'est que si tu as de l'argent, de par une mécanique d'inflation et de taxation, tu perds de l'argent du fait d'en avoir. C'est mécanique, c'est comme ça. Donc, comment il s'appelle? J'ai peur des Make you, oui, je vois qui c'est. Donc, Make you, il dit, moi, j'ai 500 000 euros de patrimoine, j'ai 500 000 euros de crédit, donc du coup, tu n'as pas 500 000 euros de patrimoine, mais admettons, on va dire que tu as 1 million de patrimoine et 500 000 euros de crédit, ce sera plus simple pour l'exemple. Et il me dit, est-ce que tu vends ou pas? Bon, déjà, si tu me suis, tu sais que j'ai vendu, donc tu connais ma réponse. Et est-ce que tu tiens compte, oui ou non, de l'inflation? Alors, je tiens compte de l'inflation, mais comment te dire, tu n'as pas vraiment le choix. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, c'est une phrase que je dis souvent, la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches, ils savent quoi faire de leur argent et les pauvres, non. Pour moi, quand je vends, donc là, j'ai mes immeubles, d'ailleurs, je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Là, j'ai mes immeubles, ça, on va dire que c'est mes immeubles, peu importe, je les ai vendus. J'ai de l'argent sur un compte. Tu es d'accord avec moi? L'argent, il est sur ce compte-là. Ce dont moi j'ai besoin, c'est pas de regarder forcément ce que va me coûter l'argent et le temps de dépôt sur le compte parce qu'on ne le maîtrise pas. La preuve, il n'y a pas longtemps, je devais acheter un bien, ça a été annulé au dernier moment. Tu ne maîtrises pas tout ce que tu veux. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir des projets, d'accord? Et que ces projets, je vais mettre un S parce que dans le projet, il peut y en avoir même plusieurs. C'est pas incompatible avec mon profil.
OK? Moi, ce que j'ai besoin, c'est donc de vendre, d'avoir de l'argent, d'avoir des projets et que ces projets, alors pour que ce soit plus simple pour toi, on va parler en rentabilité, même si ce n'est pas réellement le cas, mais peu importe, je vais faire plus simple pour que tu comprennes. Il faut que ces projets, alors soit au global, soit individuellement, me rapportent plus, donc comme ça, que mon investissement de base. C'est comme ça que je raisonne. C'est-à-dire que pour moi, vendre pour vendre, parce que tu as l'impression que ça ne sert à rien. Par contre, tu vends en ayant des projets et à ce moment-là, peu importe le temps que tu vas passer là, dès l'instant que tes projets avancent, il n'y a pas de souci puisque tu sais que l'image, elle est bonne. Ça te donne un peu une notion de ma gestion financière. J'ai vendu, donc tu le sais ou pas, moi je dis qu'il faut vendre en fait. Quand tu as des opportunités, il faut les saisir. Pour moi, il y a des opportunités, il faut les saisir. L'inflation, j'en ai rien à brère. L'inflation, je considère, c'est mon opinion personnelle, je considère que mon total ici, il va la battre. Voilà. Je pense que tu peux battre l'inflation sur un total avec des projets. Mais écoute bien ce que je vais te donner. Ce que je vais te donner, ça, ce que je vais t'expliquer là, c'est ce qui m'est arrivé après la vente. Quand j'ai vendu, j'avais 3 projets. J'en ai un que j'ai arrêté personnellement pour des raisons de contexte. C'est-à-dire que j'avais un gros projet que j'avais lancé, que j'ai dû arrêter parce qu'il ne correspondait plus du tout au contexte du Covid. Je l'avais négocié 1 an avant le Covid. Ça fait 1 an que je travaillais dessus. On avait commencé à s'engager dessus et tout. Il y a eu le Covid. Et en fait, les délais de traitement de ce projet se sont rallongés. Donc, j'ai décidé de me retirer. J'ai dit, c'est bon, je ne le fais pas. Parce que ça faisait 1 an que je travaillais dessus. Il restait 1 an pour faire le projet et à cause du Covid, on était passé à 2, voire 3 ans d'attente. Impossible. Je me suis dit non, c'est hors de question. Je me retire. Donc, j'ai vendu, j'ai de l'argent, je vends, j'ai 3 projets en lice et il y a celui-là aussi qui s'arrête. Ça, c'est indépendant de ma volonté. J'ai un autre projet qui s'arrête. Du coup, il me reste plus qu'un projet et donc, tu le comprends bien, j'ai plus d'argent que ce que j'ai de projet. Et là, c'est moi qui me retrouve dans la merde, dans la situation que tu redoutes, celle à laquelle tu sous-entends. Mais regarde. La suite, elle est quand même pas mal. Celui-là, je l'ai remplacé. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un nouveau projet qui a pris la place un nouveau gros projet qui a pris la place du gros projet. Et celui-là, finalement, je l'ai remplacé aussi. Et celui-là, je l'ai validé. Donc, au final, ce qui est intéressant, c'est que j'ai perdu du temps. Par contre, c'est certain, j'ai perdu du temps. Comme j'ai perdu du temps, ben, comme tu l'as dit toi-même, il y a de l'inflation et puis je l'ai subi. Donc, j'ai aussi perdu de l'argent. Je ne peux pas encore évaluer mes pertes parce que je ne peux pas encore évaluer mes gains. Parce que la totalité de la situation, je l'apprécierai quand je pourrai évaluer mes gains. Et bon, mes pertes, je peux les évaluer puisque je les vis en temps réel. Mais je les équilibrerai avec mes gains. Mais c'est comme ça que tu raisonnes, quoi. Voilà. Donc, écoute, moi, c'est comme ça que je joue. Après, c'est facile de parler de son argent. C'est très difficile de parler de l'argent des autres. La difficulté, surtout quand on a un patrimoine, c'est de se dire, est-ce que je vais arriver à retrouver le même? Et là, je ne peux pas t'aider. Bonne chance. Alors, il y a Joe qui nous avait posé la question il y a longtemps, mais… Mais tu l'as pas lu? Si, bah, c'est juste qu'en fait, il a plein de questions, du coup, là, on nous en est encore plein en retard. Vas-y, bah oui, en plus, je me fais engueuler. Peut-on aller loin dans ses investissements sans monter de société, tout en nom propre, pour interrogation entre parenthèses. Je cherche à faire le plus simple possible, mais toujours évoluer. Oui, tu peux. Oui, moi, moi, si tu veux, moi, je pense qu'au début, il faut commencer simple, mais tu vas aller loin, tout est relatif, quoi. Pour moi, tu vas arriver à une limite inhérente, déjà, premièrement, aux règles bancaires, parce que tes investissements, bon, en fonction de comment tu achètes, tu vas aller plus ou moins loin, mais ça va quand même être encadré par la banque et cet encadrement va venir te freiner, donc, premièrement. Et deuxièmement, ça aussi, je te le dis, c'est mécanique. Les impôts, ils vont te rattraper aussi. Et de toi-même, tu vas dire, non, mais attends, là, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que tu verras, hein, c'est très facile, hein, en nom propre, jusqu'à un certain point, c'est relativement transparent. Tu vas arriver à gommer la fiscalité avec un peu des travaux, mais il y a un moment donné, tu vas te faire rattraper. Et là, tu vas te dire, non, mais là, je continue pas comme ça. Soit ça change, soit je vends tout. C'est souvent ce qui se passe pour les gens qui sont en nom propre, d'ailleurs. Vas-y. Pour savoir gérer son argent, il faut en avoir. Comment en gagner déjà, Nicolas? Tu sais quoi? Écoute le podcast de demain. Parce que vraiment, et je trouve très intéressant, c'est un couple qui a créé une boîte. Et ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est que déjà, le problème avec comment gagner de l'argent, rien qu'avec cette question, c'est qu'il y a beaucoup de gens… En fait, quand tu poses cette question, moi, je suis obligé de commencer par presque te répondre à quoi tu crois avec l'argent. L'argent, c'est… Comment commencer à gagner de l'argent? Déjà, il faut que tu commences par comprendre que de l'argent, il y en a partout, en fait.
Gagner de l'argent n'est pas en soi un problème. Je veux dire, tu viens ici dans ma région, tu vas, mais c'est vrai ce que je suis en train de te dire, hein, tu vas comment on appelle, au champ, je ne sais pas comment on dit ça, mais tu vas voir les agriculteurs du coin, tu leur dis que tu veux faire les vendanges. Ici, dans ma région, ils font venir des gens de pays voisins parce que plus personne ne veut le faire. Et écoute bien ce que je vais te dire, il y a même des agriculteurs qui te logent. Alors tu vas me dire, oui, c'est des caravanes, je ne veux pas vivre en caravane. Peu importe, tu es logé gratuit. C'est ce qui coûte le plus cher. Alors tu vas me dire, oui, c'est difficile, oui, mais tu gagnes de l'argent. Donc après, tu vois, je crois que le premier problème de gagner de l'argent, c'est de se dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Moi, quand j'étais plus jeune, tous mes potes, ils partaient en Australie. Ils allaient tous en Australie, ils avaient un super tuyau là-bas. Ils allaient travailler à un endroit hyper spartiate, mais sauf que tu travaillais 6 mois, tu gagnais tellement d'argent que pendant 1 an et demi, après, avec un work and holidays, tu pouvais profiter de l'argent que tu avais gagné sur 6 mois. Mais pendant 6 mois, tu étais dans des dortoirs, tous empilés les uns sur les autres, et tu faisais un travail, entre guillemets, pas très glorifiant. Mais ça n'avait pas d'importance pour eux, parce que derrière, ils se raccrochaient au fait qu'il y avait 1 an et demi derrière de je kiffe l'Australie, parce que j'ai un work and holiday, j'ai travaillé assez pour payer mes 1 an et demi de road trip en Australie. Ce que j'essaye de te dire, c'est que le problème de la question de comment gagner de l'argent, en vrai, ce vrai problème-là, c'est pas comment gagner de l'argent, c'est qu'est-ce que tu crois au sujet de l'argent. Tes croyances t'empêchent de gagner de l'argent. Donc, je vais te donner d'autres idées très simples. Dans ma région, toujours, il y avait un monsieur qui était à la retraite. Il avait une espèce de petite camionnette et il faisait le tour de toutes les zones et il récupérait les palettes parce qu'il les revendait derrière à une société qui les lui rachetait. Il se prenait pas la tête, hein. Il faisait que ça, il faisait sa tournée. Il avait une petite camionnette que pour ça, ou une petite camionnette, et il faisait que ça. Alors, pareil, tu vas me dire, il gagnait pas beaucoup d'argent. Mais il faisait ça en plus d'autres choses. Il le faisait le matin, c'était une petite tournée. J'avais déjà discuté avec ce monsieur et je trouvais ça intéressant parce que il me disait, il y a plein de gens qui laissent les palettes et qui ne se les font pas reprendre. En fait, il y a plein de business à faire partout. Pareil, je ne sais pas si tu avais connu cette histoire, il y a des années de ça, il y a une vieille dame qui, à l'époque des Minitel, quand Internet est arrivé, les gens jetaient leurs Minitel. Et les Minitel, il y avait un vrai problème. Cette dame, elle avait eu une idée, elle reprenait tous les anciens Minitel, elle les manufacturait, elle en faisait une espèce de goudron, donc elle faisait de la récupération au départ, et elle remplissait les nids de poules en se faisant payer par la mairie pour faire ça. Donc la matière première, elle ne la payait pas, elle l'a recyclée, et c'était écologique, c'était nickel. Bon, je ne sais plus comment c'est fini l'histoire, pas bien, mais c'est pas grave. Mais elle a créé un business. Donc pour moi, comment gagner de l'argent? Si tu veux vraiment gagner de l'argent, déjà, crée un business. Tu te mets salarié à mi-temps quelque part et en parallèle, tu crées quelque chose. C'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Ce n'est pas autrement, en fait. Et j'insiste sur le fait de créer un business et pas en te disant en mode je vais gagner de l'argent. Dis-toi, qu'est-ce que je vais offrir aux autres pour qu'ils me payent en retour? Qu'est-ce que tu as à offrir? Arrête de te dire je veux de l'argent, je veux plus d'argent. Ça, c'est la question que la plupart des gens se posent et c'est la mauvaise question. Si tu te poses la mauvaise question au départ, tu auras la mauvaise réponse à l'arrivée. Ne te demande pas ça. Réfléchis plutôt en termes de service, en termes d'offres. Qu'est-ce que tu veux offrir? Et si tu offres quelque chose, tiens, la dernière fois avec Alex, en ce moment, je monte un puzzle que je vous montrerai dans mes vidéos. Et le puzzle, tu vois, tu as 2 solutions. Soit tu l'achètes monté, soit tu l'achètes à monter. Mais en fait, tu as des puzzles, ils se vendent 700 € montés, mais en fait, si tu les achètes à monter, ils se vendent 249 €. Ben, tu vois, et la société, elle veut pas les monter. Ben donc, le gap, il est facile. Tu montes les puzzles, tu les vends sur Internet. Il y a des mecs comme moi qui les achèteront parce qu'ils veulent les avoir montés. Donc, en fait, il y a tellement de choses à faire. Moi, je vois des opportunités partout, tout le temps, en permanence. Et c'est très dur pour les entrepreneurs et les investisseurs de rester concentrés. Ça me ramène ta question à ce que je te disais tout à l'heure sur le Bitcoin et la cupidité. Le problème, c'est pas comment gagner de l'argent. De l'argent, il y en a partout. Le problème, c'est de rester concentré. D'être capable de te dire, je vais faire un truc et je vais faire que ce truc. Regarde, pourquoi tu crois qu'un mec comme Bill Gates, il est devenu Bill Gates? Il n'a fait que des ordinateurs. Le gars, il était spécialisé en fait. Il ne faisait que ça. Tu connais pas Bill Gates pour avoir fait des voitures, des machins ou des trucs. Et même quand tu connais des entrepreneurs qui ont cette image de je fais plein de trucs, la vérité, c'est que d'abord, ils ont fait un truc, puis après, ils ont fait plein de trucs parce qu'ils avaient de l'argent. Donc, commence par devenir le mec qu'on appelle dans un domaine. Et quand tu seras ce mec-là, on reparle. Alors, on se pose la question,
l'immobilier, un investissement ou un placement. Changement de paradigme au départ. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah Je l'ai cherché, mais je sais pas. Alors, le changement, alors déjà, le paradigme, c'est vrai que c'est un mot qui est utilisé un peu pour moi, à mon sens, à tort et à travers. En 2010, on a eu un changement de paradigme parce que Facebook a dépassé le milliard d'utilisateurs actifs. Ça, c'est un changement de paradigme. C'est quand il se passe une chose qui influence tout le reste. Là, ce dont il parle, c'est une question. Pour moi, aujourd'hui, on te parle de changement de paradigme à tort et à travers, mais il n'y a pas, à mon sens, autant que ça de changement de paradigme. Un changement de paradigme, c'est quand on a trouvé, quand les voitures sont arrivées, tu vois. Quand on a inventé l'automobile et la voiture, là, il y a eu un changement de paradigme. Tout le monde se déplaçait à cheval. Donc, il y a eu un changement, tu vois. Je mets. Il y a vraiment un impact. Ben oui, c'est ça, qui a un impact qui modifie la vie de tout le monde, en fait. Internet, pour moi, a été un changement de paradigme en soi, lui aussi. Donc, en gros, pour moi, si tu veux, ce que tu me poses déjà comme question, c'est intéressant, parce que tu vois, en plus, c'est intéressant qu'elle ne sache pas vraiment ce que ça veut dire. Pour moi, ce que tu me dis, c'est pas une question de changement de paradigme, parce que ce soit à mes yeux ou à tes yeux ou aux yeux de ceux qui sont avec nous, un investissement ou un placement, c'est finalement déjà très subjectif, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours un problème avec ça. En tout cas, c'est pas objectif, mais c'est très subjectif. C'est propre à chacun d'entre nous. C'est une considération très personnelle. Pour moi, à mon sens, ma manière de faire l'immobilier, c'est un placement. Mais si jamais tu fais de l'immobilier en mode Airbnb, c'est l'entrepreneuriat. Donc, il y a aussi la façon dont tu vas le faire. Pour moi, quand les mecs me parlent de l'investissement locatif en Airbnb, machin, nanana, pour moi, tu n'es plus dans de l'immobilier, en fait. C'est pas du tout pareil. Encore une fois, j'en parle pas du tout, j'en parle même pas dans mes programmes. Nous, on fait un peu de Airbnb. Moi, quand je vois comment ça marche, c'est pas, pour moi, on est dans de l'entrepreneuriat. On n'est pas dans de l'investissement, on n'est pas dans du placement. Après, je ne nie pas le fait que on a une entreprise enclavée dans un investissement. Ça, je le nie pas, c'est OK. Mais ça reste de l'entrepreneuriat. Le flux de clients, le volume d'affaires que tu peux générer, enfin tout ce qu'il y a. Donc, je pense que j'ai pas la réponse en fait, je suis désolé, c'est toi qui vas le définir. C'est toi et ta façon de faire. En fonction de comment tu fais, tu auras un résultat plutôt qu'un autre. Moi, personnellement, mes investissements immobiliers, c'est purement un placement financier très peu, alors aujourd'hui je peux le dire, qui demande très peu d'intervention humaine. Il y a, tu vois, aujourd'hui, les quelques erreurs qu'on a, elles sont inhérentes à des erreurs de virement. On n'est même plus dans de la gestion humaine. J'en suis là. Donc, non, sincèrement, c'est très personnel et c'est très lié à ta manière d'exploiter tes propres biens immobiliers, comme moi, comme toutes les personnes qui sont là. Alors, tu t'égares, tu t'égares. Non, je suis tout. Alors, peux-tu expliquer un peu tes projets actuels? Alors, je vais expliquer les projets que je partage avec vous en ce moment. Je ne vais pas expliquer tous les projets parce que j'aime pas parler de choses que j'ai pas encore faites. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis quand même soumis à la problématique qu'on a vue ici, que mes projets peuvent être brutalement arrêtés, soit par moi, parce que je l'ai quand même arrêté des projets, soit par les personnes avec lesquelles je travaille. Aujourd'hui, j'ai 2 projets entrepreneuriaux dont je ne parlerai pas, ou en tout cas j'en parlerai sûrement d'ici la fin de l'année, mais pas maintenant, quand ils seront signés, s'ils signent. Et j'ai d'autres projets que je suis en train de signer, mais par contre, j'ai les 2 projets que vous avez vus sur la chaîne. Non, vous n'en avez vu qu'un pour l'instant. Cette semaine, vous allez avoir un nouveau. Donc, il y a le projet de cet appartement qu'on rénove. J'y vais demain. J'y vais demain pour finir de débarrasser. Donc, je vais encore faire intervenir. Donc, comme quoi, je ne devais plus intervenir. Mais en fait, on a pété le mur de la cuisine, le mur en plus qu'on a découvert. Donc, il y a ça à faire en plus. Et j'ai un nouveau projet que vous allez voir cette semaine, qui est un local commercial que je vais vous montrer, sur lequel je travaille actuellement. Voilà, c'est les 2 projets que je vais partager avec vous. Donc, ceux-là, je peux vous en parler parce qu'ils sont signés, ils sont à nous, et on est maintenant en train de travailler dessus, et c'est pas une mince affaire. Pour le reste, j'aime pas parler de choses que j'ai pas encore faites. Vous voyez, il y a des projets dont j'avais parlé à certains membres des programmes. Je leur avais un peu montré ce que je voulais faire sur le gros projet. Et je regrette pas parce que j'ai pas honte de ce que j'ai voulu faire, d'autant que c'est moi qui me suis retiré. Mais voilà, on sait jamais. Le Covid, je l'ai pas vu venir, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Je l'ai subi au moins de la même façon que vous tous. Après, j'ai pris des décisions en fonction de la situation et malheureusement, j'ai dû abandonner les projets. Là, aujourd'hui, j'attends des réponses. Tant que c'est pas signé, pour moi, ça n'existe pas. Ensuite, il y a Emile qui dit que t'es Samuel avec tes puzzles. Voilà. Ouais, Okay. je suis vraiment sérieux, ouais. C'est vraiment ouf, en fait. J'ai découvert ce truc. J'ai vraiment découvert ce truc et
et j'hallucine des prix, j'hallucine. Mais en fait, je comprends, hein, après, ça me déplaît pas sur le principe. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois les prix finis et le temps que tu y passes pour les faire, et voilà, c'est assez impressionnant. Oui, je suis sérieux, ouais. Mais en fait, c'est là que tu réalises qu'il y a de tout. De toute façon, je ne sais pas si tu as vu, alors c'est des puzzles qui finissent en énigmes. Donc en fait, tu crées des énigmes et tu as je sais pas si tu connais sûrement la chaîne de Fabien Olicard. Il en partage un peu, mais il y a surtout un Américain aux États-Unis qui partage des grosses énigmes. Tu as des prix à 15 000 euros. Aujourd'hui, il y a des mecs qui fabriquent des énigmes en mode énorme qui se vendent 15 000 euros. C'est le prix d'une bagnole. Donc c'est là où tu te dis, il y a des marchés pour tout dans la vie. C'est pour ça qu'il y a des opportunités entrepreneuriales partout, pour tout le monde, tout le temps. Robert Louis Dreyfus, un investisseur ou un entrepreneur? Qui est cette personne? C'est pas cette question, c'est fou, tu ne le connais pas. Pour moi, c'est un entrepreneur. Ouais, Robert Louis Dreyfus, c'est un entrepreneur. C'est vraiment un entrepreneur pur et dur. En fait, ce qu'il faut comprendre avec cette notion d'entrepreneur-investisseur, c'est que l'entrepreneuriat, ça reste une question de perception et de vision. Dreyfus, il était exceptionnel. Surtout Robert Louis Dreyfus. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont pas écouté, écoutez ma trilogie sur Bernard Tapie, il en fait partie. Exceptionnel, ce mec. Très fort, vraiment un entrepreneur. Après, une âme d'investisseur, parce que cette volonté, un entrepreneur, les deux. Je pense que c'est un mec avec qui je me serais bien entendu sans aucune prétention. C'est un mec qui avait les deux, parce que cette volonté de regrouper, de sauvegarder, de protéger, de conserver, tout en ayant cette présence d'esprit, d'être capable de se dire, je me débarrasse de ça parce que j'ai pris mon argent et que là, il faut le prendre. C'est vraiment toute la difficulté. Et personnellement, j'ai mis beaucoup de temps et je ne crois pas encore y être arrivé aujourd'hui. Je pense que je suis toujours dans cette phase de travail là-dessus. C'est très difficile d'être un entrepreneur et un investisseur. Ce sont deux comportements pas vraiment proches, mais à la fois éloignés parce que tu peux pas faire les mêmes choses. C'est complexe. Un investisseur, il va avoir cette tendance à vouloir garder et il aura parfois raison. Mais un entrepreneur, il aura cette tendance à vouloir vendre et il aura aussi parfois raison. Et en fait, c'est à toi de manager ces deux aspects du business que tu vas avoir en toi et d'avoir cette capacité à te dire, OK, bon, ben là, je me retire, quoi. C'est terminé. C'est très difficile. Je pense qu'il était les deux. Après réflexion, je dirais les deux. Certaines mairies financent le ravalement de façades, immeubles ou maisons de ville à 100%. Dans une ville dans laquelle tu as investi, en général, c'est une bonne ou une mauvaise idée d'entreprendre? Moi, je suis pas un grand fan des subventions. On en a déjà pris. Je vais pas faire comme si j'en avais jamais pris. C'est pas vrai. J'en ai pas pris beaucoup. J'en ai pris une en tout et pour tout. J'ai pris une subvention dans ma carrière parce qu'on était vraiment sur un budget global très très important sur cet immeuble-là. Et on aurait pu avoir plus de subventions, mais on a choisi de ne pas les prendre. Bon, après, moi, je suis quelqu'un d'un peu spécial. Je pense sincèrement pas être la bonne personne pour parler de ça. Je pense que y a pas de raison que tu prennes pas ce qu'on te donne. Attention, tout de même, de regarder le cadre dans lequel on te donne cet argent, parce que parfois, c'est quand même encadré dans le sens où il y a des contraintes. Tu peux pas faire ce que tu veux derrière avec ton bien, donc sois vigilant là-dessus. Moi, je suis un peu, moi, j'aime pas bien en fait j'aime pas bien être subventionné, ça me plaît pas. Et j'ai la sensation qu'on me donne quelque chose et que du coup, je dois le rendre en retour. Enfin, moi, je crois pas aux dons déjà au départ. Voilà. Donc déjà, moi au départ, je crois pas aux dons. Je crois pas qu'on te donne de l'argent contre rien. Enfin, pour moi, ça n'existe pas. Si tu le fais, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, j'essaye de comprendre la chose. Si je la comprends et que ça me paraît cohérent et équitable, je peux peut-être y aller et encore, je serai méfiant. Voilà. Donc, j'ai tendance à ne pas prendre jamais les subventions. C'est pas prendre, c'est je les prends jamais. Mais j'en ai pris une fois et honnêtement, on avait les moyens de ne pas la prendre en fait. C'est juste que, pour tout te dire, quand on a posé le permis, ça s'est très très bien passé avec la mairie. Et en fait, ils nous ont, tu sais, en fait, en gros, on était sur un secteur sauvegardé. Et dans les secteurs sauvegardés, on a rénové plusieurs immeubles en secteur sauvegardé. C'est pas toi qui choisis la couleur des volets, la couleur des façades. Enfin bref, on t'impose plein de trucs. Et en fait, lors des rendez-vous avec les responsables de l'urbanisme sur ce chantier-là, c'est eux qui ont insisté, qui nous disent mais prenez-la, machin. Bon, on a fini par céder, mais on nous donnait de l'argent en même temps. Je vais pas faire l'argent, c'était difficile, mais on a cette réticence. Voilà. Donc je suis pas la bonne personne avec qui il faut parler de ça, parce que j'ai un a priori personnel, mais c'est purement personnel.
Personnellement, le meilleur conseil que je te donnerais, c'est sois vigilant au cadre. Et si le cadre il est OK, fonce. Mais voilà, après, n'en parle pas avec moi. Je suis pas le bon conseiller sur ce genre de sujet. Alors, salut, première opération de marchand de biens, financement total en fonds propres ou par les banques? Ah, bon, bah alors là, tu n'auras pas le choix. Je crois que tu avais réussi ta première opération. Non, quand tu commences en tant que marchand, tu peux arriver à trouver des financements, mais c'est galère. Très sincèrement, les premiers financements, c'est toi, quoi. En fait. Enfin, c'est mon opinion. Je sais que ça existe. Je sais qu'il y a moyen d'obtenir des financements bancaires. Mais bon, il y a de grandes… En fait, là encore, ça va dépendre de qui tu es. Et je te connais pas, j'ai pas ton pédigré. Mais ça va peser dans la balance si tu comptes sur un financement. Après, si tu comptes pas dessus, c'est mieux. Ce sera plus simple. Gabi, il pose la question, as-tu déjà perçu le bout de ta vie d'entrepreneur, investisseur, le plus utile ou non? Pas encore. Alors, le bout de ma vie d'investisseur, je ne le vois pas. Par contre, je vais t'avouer quelque chose, j'y pense de plus en plus. Je pense que selon comment va se passer cette année, je pense que je vais un petit peu lever le pied pendant 1 an ou 2 peut-être, parce que j'en ai un peu besoin. Pas dans le sens que je suis fatigué ou quoi que ce soit. J'ai premièrement envie de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que déjà, c'est mon sentiment personnel. Je pense que là, j'aurais quand même fait un gros mouvement de patrimoine et j'ai quand même envie de prendre un peu du recul. Déjà, ne serait-ce que pour voir si ce que j'ai choisi a été le bon choix. Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai pris la bonne décision, mais j'en suis pas encore convaincu. Voilà. Donc, besoin de se rassurer sur les choix que j'ai faits, premièrement. Et deuxièmement, je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, je suis en train de le mûrir dans ma tête. J'ai très envie de changer de pays en termes d'investissement. Voilà. Juste pour un peu voir comment ça se passe ailleurs. Donc, je vais rien annoncer pour l'instant. J'ai plusieurs idées sur comment ça va se passer. Je pense que vous serez informés à ce moment-là. Mais voilà, je pense que je vais commencer à préparer ça. J'aimerais bien le faire. Pour être tout à fait transparent, j'ai commencé à valider les premières étapes pour la fin de cette année, début de l'année prochaine. Et je pense que ça va être une manière pour moi, donc pas d'arrêter, mais de changer un peu d'air, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouveaux trucs, toujours dans le même métier, parce que moi, j'ai pas envie de changer, ça me plaît toujours autant. Mais j'ai un peu envie de prendre du recul par rapport à mes investissements en France, parce que, voilà, en toute sincérité, bon ben voilà, je pense que ce que j'ai fait jusque-là, voilà, ça me permettra de voir venir. Bon, on va dire ça comme ça. Je peux me permettre de me reposer un peu et de changer d'air et de prendre pas des vacances, mais de voir de nouvelles choses en immobilier, dans de nouveaux pays. Voilà. Alors, salut Nicolas, as-tu toujours le projet de faire un podcast sur Donald Trump, maintenant qu'il est président ou pas? Alors, tu sais quoi, c'est marrant. Oui, alors un podcast, non, ça sera une vidéo, c'est sûr, parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo. C'est pour ça que j'ai pas relancé ce projet-là. Il est sur mon bureau en fait. Le problème avec Donald Trump, c'est que c'est un gros morceau et que là, je travaille sur une autre vidéo avant. Voilà, ça va arriver, mais pas tout de suite. Voilà. Le problème, c'est que quand tu bascules sur une vidéo, c'est tout de suite un gros projet. Et un gros projet, c'est beaucoup de travail. Là, je travaille sur un gros projet qui va être super en vidéo, qui j'espère sortira d'ici la fin du mois. J'ai pas encore commencé à tourner, mais tout est prêt là, donc on ne devrait pas tarder à le faire. Donc voilà, Donald Trump viendra. Mais c'est pas, il risque d'y avoir, tiens, je peux un peu te teaser, j'ai très envie de faire Warren Buffett avant, en vidéo aussi. Voilà, on verra. Alors, Olivier qui nous demande pourquoi tu n'as toujours pas installé ton bureau en or massif. Il est où? On est dans la compta depuis le début du mois de mai. Et bon, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ces lives parce que j'avais envie de les faire. Ça me plaît, je m'éclate avec vous. Franchement, je m'éclate, ça me plaît de faire ces lives. Après, voilà, je vais l'acheter. De toute façon, il faut qu'on prenne le temps. Là, on a le bouquin à faire. On a tout mis un peu en stand-by à cause de la compta. Il y a toujours un truc. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait d'avoir plusieurs activités. Le problème de plusieurs activités, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a ces effets de seuil qui doivent se mettre en place. Et il y a un projet qui vient par-dessus un autre projet, qui vient par-dessus un autre. Et comme après, ton projet est tout en bas, mais il faut d'abord régler ceux qui se sont mis au-dessus avant de pouvoir se remettre sur celui-là. Voilà, c'est vrai que le bureau, aujourd'hui, ça mettrait pas de temps, ça mettrait très peu de temps pour moi de l'acheter, mais c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Je suis très préoccupé par le bouquin sur les crises financières, que j'aimerais vraiment finir maintenant. Et voilà, alors après,
c'est ma faute. Hein. J'ai voulu avoir des invités dans ce livre. Donc, je me suis mis la pression comme je sais si bien le faire. Donc, voilà, c'est comme ça. J'assume, mais je veux le finir. Voilà. Alors, pour toi, locataire à 950 € ou propriétaire à 1100 pour une résidence principale? J'ai répondu déjà à la RP. Je vous ai déjà, c'est un peu compliqué. Moi, je suis un pro RP. J'ai toujours été propriétaire de mes RP. Maintenant, en ce moment, tu vois, je passe une phase et je suis locataire à plus de 1 000 € par mois. Donc, on paye 1 100 €, 1 200 €, je crois, de loyer, là où on est actuellement. Donc, pour moi, c'est absolument pas… et après, je vais être propriétaire. Et après, je serai peut-être à nouveau locataire. Pour moi, c'est vraiment pas une question… pour moi, si tu veux, si tu es investisseur immobilier, que tu n'es pas propriétaire de ta RP, c'est quand même la loose. Hein, tu vois, c'est mon avis personnel. Hein. Après, je le reconnais aussi, et j'ai déjà fait une émission sur le sujet. En ce moment, ce n'est pas le moment pour moi d'être propriétaire. J'ai besoin de réagencer mon patrimoine d'une certaine façon pour redevenir propriétaire. Mais pour l'instant, je ne suis donc pas propriétaire. En ce moment, je suis locataire et je le vis très, très bien. Alors, Nicolas qui nous dit attention, déjà que tu ne payes pas Alex, en plus, tu ne fais pas des heures supplémentaires. On est déjà. Oh putain! Là. Allez, on va y aller. Merci. On passe une bonne soirée, les gars. C'est qui a dit ça? C'est Nicolas. Ah, c'est les Nicolas, ça on a bon cœur. Que veux-tu? Alex qui a fait donc la vidéo avec moi pour les étudiants, parce que c'est vrai que ce qu'on s'était dit, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas ces discussions-là avec leurs parents. Je vous remercie à tous pour les commentaires hyper gentils qu'on a reçus, parce que c'est vrai que j'ai voulu faire ça pour vraiment m'adresser aux étudiants et leur dire, voilà, réalisez quand même que à 20 ans, vous avez des choses que vous pouvez faire et qu'il faut commencer par faire, comme par exemple acheter un appart, n'est-ce pas? Dernière question et on y va ou il n'y en a pas? La gestion de l'argent est-il corrélée à l'éducation? Il y a gestion et gestion. Putain, qui c'est qui a posé ça? Gabi, non? Oui. T'es vache quand même. Je m'en vais et tu me poses deux questions. Bien sûr que l'argent et l'éducation, c'est lié et que tu vois bien pourquoi les enfants d'entrepreneurs entreprennent plus facilement que les enfants de salariés. Pourquoi, voilà, pourquoi les enfants disent souvent, quand tu demandes à un enfant qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il va te répéter le travail de son papa ou de sa maman. Moi, ma fille, elle a 3 ans. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle te dit de l'immobilier. Elle ne le sort pas de derrière son chapeau, en fait. Elle m'entend parler d'immobilier avec sa mère en permanence. Elle veut faire de l'immobilier. On apprend par mimétisme. D'ailleurs, marrant qu'il y ait tous ces problèmes autour de la formation en ligne et tout ça, parce que c'est par mimétisme que tu apprends. Les choses, tu les apprendras pas tout seul, en fait. Si, tu mettras plus de temps. Bref. L'éducation a un lien avec l'argent, mais je voulais quand même dire une chose. Je pense que la meilleure façon d'apprendre l'argent, c'est de ne pas en avoir. Moi, je le dis très souvent, tout ce qui nous est arrivé quand j'étais jeune, voilà, lisez mon livre, ceux qui ne l'ont pas lu. Merci à tous ceux qui l'ont pris ces derniers temps, parce que voilà, merci. J'ai eu une jeunesse dorée. On avait beaucoup d'argent à la maison, tant mieux. Merci à mes parents. On a tout perdu. Il ne me serait pas arrivé ça. Je serais un sale gosse. Est-ce que ce sale gosse aurait eu un autre parcours? Je le saurais jamais. Mais je sais que ça m'a permis, en tout cas, d'évoluer dans le bon sens. Et c'est parce que j'ai plus eu d'argent que j'ai découvert la valeur de l'argent. Donc, ce que je sais, si j'ai pas de certitude autour de l'éducation, j'en ai une, c'est que c'est le fait de ne pas avoir d'argent ou d'en manquer qui motive les gens à gérer leur argent et à en gagner. Toutes les personnes qui ont une situation confortable, eh ben, ils vont s'asseoir sur leur confort. Tu vas avoir, si ta situation elle est pas incommodante, si tu es bien en fait, tu vas pas aller te lever les fesses pour aller chercher du fric en fait, tu es bien. C'est logique, mais c'est pour tout le monde pareil. Pour moi, pour toi, pour tout le monde. C'est vraiment pour moi une question d'inconfort. Donc après, éducation, oui, mais voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Les amis, c'était super. J'ai pas vu le temps passer comme d'habitude. On se retrouve mercredi pour une soirée Le Bon Coin. On va bien se marrer. Vendredi pour les photos de vos appartements. N'hésitez pas à me les envoyer. Le lien est dans la description. C'est à visite immobilière, visite.immobilier.compagnie@gmail.com. Vous m'envoyez vos photos. Je les critiquerai ce mercredi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas que mon livre est sur Amazon. N'oubliez pas qu'il y a les programmes sur le site. Merci à tous et bonne soirée. Salut! Non, c'est pas ça la souris. C'est non.